Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nutrition Sport Health. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Madame Sophie Janvier, diététicienne titulaire d'un diplôme universitaire en nutrition thérapeutique et vieillissement de l'université Paris-Créteil. Madame Janvier a également un certificat de l'université de Monash pour une alimentation pauvre en FODMAPS, une alimentation qui est parfois préconisée en cas d'intestin irritable. Enfin, Madame Janvier intervient également comme expert en nutrition pour différents médias dont BFM TV et TF1 et elle a publié un livre intitulé La méthode douce pour mieux manger aux éditions Le Duc. Bon visionnage. Commençons par cette première question. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à la nutrition et à la diététique et d'en faire finalement votre métier? Alors, j'ai envie de vous dire que c'est un peu comme Obélix. Moi, l'alimentation, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite, puisque je suis fille et sœur de chef. J'ai grandi dans un restaurant. Donc, c'est vrai que j'ai toujours été intéressée, passionnée par la question des bons produits, de l'alimentation, par la cuisine. Et je suis venue petit à petit à la nutrition parce que, évidemment, au-delà du goût, au-delà du plaisir, j'avais envie de savoir aussi quel impact ça a sur notre corps. J'ai été rédactrice en chef adjointe d'un magazine de cuisine et en parallèle, finalement, de cette activité, j'ai eu envie de me former à la nutrition. Je ne savais pas très bien encore ce que j'en ferais. C'était vraiment plutôt tout simplement par curiosité intellectuelle. Donc, j'ai passé mon BTS diététique en marge de mon activité de journaliste et ça m'a passionnée. Alors, il y a quelques réserves qu'on peut émettre sur la formation de ce BTS diététique. Ça a vraiment besoin aussi d'être complété. Mais néanmoins, voilà, c'est vrai que ça m'a passionnée et ça continue à me passionner, cette idée que aussi la nutrition, l'alimentation, c'est quelque chose qui est quand même ultra quotidien, hein, qu'on fait 3 fois par jour au minimum de manger et qui transcende les classes sociales, qui transcende les âges et qui a un impact considérable à la fois sur notre qualité de vie, notre plaisir, notre santé. Donc pour toutes ces raisons, j'ai vraiment eu envie de m'intéresser à ces questions. Et il se trouve que les toutes dernières années où j'étais journaliste, l'entreprise de médias dans laquelle je travaillais a créé un startup studio et j'ai postulé pour ce startup studio et mon projet a été retenu. C'était un projet d'application d'accompagnement nutritionnel pour les malades chroniques. Donc c'est un projet que j'ai porté, soutenu pendant 2 ans avec un comité scientifique composé de médecins hospitaliers. On abordait dans cette application 6 pathologies. Le diabète de type 2, le cancer du sein, l'endométriose, l'intestin irritable, l'obésité et l'hypertension. Et, et ça a été un projet passionnant, même s'il a eu une fin, puisque mon entreprise a été rachetée par une autre entreprise qui a choisi de mettre fin à ce projet. Mais disons que ça a achevé de me convaincre que c'était bien ça que j'avais envie de faire. Et donc, je suis partie monter mon cabinet de nutrition. Donc aujourd'hui, j'ai un cabinet de diététique à Paris dans le 6e. Je consulte aussi en vidéo. Et je suis aussi conférencière pour les entreprises ou les institutions sur les questions de l'alimentation santé, avec cette idée vraiment que tous les champs doivent être un peu explorés. Et donc, je trouve que le milieu de l'entreprise, c'est aussi un champ très intéressant. D'accord. Vous venez tout récemment d'écrire un livre intitulé La méthode douce pour mieux manger. Je voulais savoir un petit peu à quoi faisait référence ce titre. Alors, en fait, je suis partie de 2 constats. Le premier, c'est que l'alimentation est avec l'activité physique le principal moyen de prévenir les maladies chroniques. Hein. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Je crois qu'on est tous d'accord aujourd'hui pour considérer que l'alimentation, c'est important dans la santé. Et en même temps, en vérité, on a tous du mal à adopter les comportements qui seraient les plus appropriés en matière d'alimentation ou d'activité physique. Et donc, c'est un petit peu cette dichotomie qui m'a un petit peu alertée. Et j'ai eu envie, du coup, de proposer une méthode qui permette de vraiment passer à l'action. Et je pense que s'il y a cette dichotomie, c'est parce que souvent, on met la barre trop haut. Et qu'on entend tellement d'injonctions, tellement de discours, il faut faire ceci, il faut faire cela, avec parfois des régimes un peu farfelus, des propositions un peu extrêmes,
Et je pense qu'au final, ça inhibe l'action plutôt que ça la permet. Et donc, moi, j'ai voulu proposer plutôt de se faire plus de bien que de mal. Et donc, d'être dans cette fameuse méthode douce, c'est-à-dire d'essayer de coller au plus près des habitudes de chacun, de trouver des petits changements qui vont déjà avoir de l'impact. Je ne propose pas de renverser la table, je propose simplement de faire des petits changements conformes à ce qui nous paraît faisable. Et c'est déjà pas mal. Je me suis aussi inspirée d'un livre que j'aime beaucoup et que je conseille à tout le monde, qui s'appelle Éloge de l'imperfection. J'en parle d'ailleurs dans mon livre, qui est un livre de Tahar Ben-Shahar, et c'est un psychologue, pas un psychologue, pardon, un professeur de psychologie positive qui était à Harvard, et son livre dit en gros que l'imperfection, d'abord c'est la nature humaine, hein, et que c'est pas forcément un problème, c'est même moins un problème que le perfectionnisme, et qu'il propose plutôt d'aller vers l'optimalisme, c'est-à-dire eh bien, c'est pas grave si on a des échecs, c'est pas grave si on fait tout pas parfaitement, mais au moins on avance, on bouge, on est déjà dans la direction des changements. Et moi, c'est vraiment dans ça que je m'inscris. Et donc, concrètement, pour, quel public ce livre s'adresse et quel type de contenu y retrouve-t-on? Alors, le public, il est très large, hein. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'ambition de m'adresser vraiment au grand public, à tout le monde. C'est pas un livre de spécialiste, c'est un livre de vulgarisation, même si j'ai souhaité vraiment mettre toutes les références scientifiques sur lesquelles je m'appuyais pour proposer mes conseils. Voilà, j'ai vraiment écumé la littérature, les études scientifiques pour essayer de proposer des conseils qui soient fondés, mais j'ai essayé de les rendre hyper accessibles. Et alors, qu'est-ce qu'il y a en termes de contenu? Il y a trois grandes parties. La première partie, c'est un petit peu les fondements. Je vais vous donner des outils pour faire un peu votre auto-diagnostic et puis pour vous aider peut-être à avoir envie de vous mettre en mouvement. Donc voilà, je vais donner quelques pistes de ce côté-là. La deuxième partie, c'est la plus grande partie du livre, c'est les 33 micro-changements que je propose. Alors, on n'est pas obligé de faire les 33 micro-changements, on peut picorer ce qui nous intéresse dans ces 33 micro-changements. Et si déjà vous en avez fait 3 ou même 2, vous aurez rentabilisé les 18 € du livre. Donc voilà, c'est vraiment cette idée que on peut commencer par ne pas se mettre la barre trop haut, et puis par cercle concentrique, une fois qu'on a adopté, qu'on a vraiment intégré un de ces micro-changements, on peut en mettre un deuxième en place, puis un troisième, puis peut-être un quatrième, et au final, ça fait une hygiène de vie qui est déjà hyper favorable. Et puis la troisième partie du livre, c'est une partie de consolidation en quelque sorte, c'est la toiture de la maison, hein. L'idée, c'est de faire un petit bilan. Parce que souvent, moi, ce que je constate, notamment en consultation, c'est que les gens regardent toujours ce qu'il leur reste encore à faire et pas ce qu'ils ont déjà accompli. Et évidemment, quand on procède comme ça, ça peut être décourageant. Oh, j'ai pas encore fait ci ou ça ou ça. Certes, mais regardez tout ce que vous avez déjà fait et ce qui a déjà produit des effets. Et donc, vraiment, j'invite dans cette troisième partie à faire ce bilan-là et à capitaliser sur ce qu'on a déjà réussi à mettre en place pour peut-être trouver l'énergie d'aller encore un peu plus loin. Et je voulais, revenir avec vous, sur, les maladies chroniques. Donc comme vous le savez, la France et l'Europe sont de plus en plus touchées par ces maladies, donc telles que l'obésité et le diabète de type 2. Est-ce que vous avez des pistes de réflexion pour ralentir cette pandémie? Alors, si j'avais une méthode magique, je la proposerais volontiers aux autorités publiques. Bon, disons que j'ai quelques pistes à proposer. La première piste que j'ai vraiment envie de proposer et j'essaie à ma modeste mesure d'agir dans ce sens, c'est de faire vraiment de l'alimentation et de l'activité physique un outil de prévention santé. Voilà. Et pas quelque chose d'accessoire ou d'associer strictement la nutrition à perdre du poids. C'est une chose qui m'énerve profondément. Bien sûr, ça peut passer par là, hein, évidemment, mais c'est tellement beaucoup plus large, tellement beaucoup plus vaste que ça. Et donc, c'est vrai que pendant longtemps, quand même, le corps médical a un peu négligé cet aspect de la nutrition. Ça change, heureusement. Il y a toute une nouvelle génération de médecins qui prend beaucoup plus en considération ça. Et je pense que voilà, il y a vraiment un travail main dans la main à faire entre médecins et diététiciens nutritionnistes, notamment, pour qu'il y ait un vrai parcours de santé qui intègre complètement la nutrition. Et ça passe aussi dès l'enfance.
Moi, je plaide pour aussi une éducation à l'alimentation à l'école, une éducation ludique, non avec pas d'injonction, pas de, parce que parfois on peut lire dans des livres pour enfants des choses assez incroyables, même des exercices de maths, hein, où vous avez quelqu'un qui doit perdre 30 kilos, et là on vous dit petit A, il ne doit pas manger de chocolat, petit B, etc. Enfin, voilà, là ça c'est horrible, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais voilà, avoir une éducation positive, agréable, sensorielle à l'alimentation à l'école, ça me paraîtrait quelque chose de vraiment intéressant. Après, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait évoquer, comme évidemment essayer d'avoir aussi une politique qui aide à limiter la diffusion de la malbouffe, donc des politiques de limitation des ingrédients ultra transformés, des politiques aussi de réduction des sucres ajoutés, des graisses de mauvaise qualité, voilà, il y aura des choses comme ça. Après, c'est toujours difficile de trouver le curseur entre l'interdiction, qui n'est pas forcément toujours la bonne solution, et des politiques qui vont permettre simplement de sensibiliser aussi les industriels à aller dans la bonne direction. Je pense aussi que fondamentalement, les consommateurs ont eux-mêmes un rôle à jouer. Voilà, c'est la pression des consommateurs hein, qui invite les industriels de l'agroalimentaire à faire des changements. Euh, et puis peut-être dernière chose aussi, qu'on se dise tous que l'alimentation, ça doit avoir toute sa place dans notre vie. Je trouve que l'alimentation est parfois sacrifiée sur l'autel de la productivité, notamment au déjeuner, hein, la fameuse pause déjeuner. Le mot pause est presque souvent oublié. Hein, on mange devant un écran, on ne prête pas vraiment de l'attention à ce qu'on fait, on prend le truc le plus rapide. Et si on remettait cette dimension un peu global de l'alimentation, c'est-à-dire plaisir, santé, se faire du bien, être en pleine conscience, comme on dit, bah, ce serait déjà pas mal aussi pour prendre conscience de l'impact que ça a sur notre corps. Donc voilà quelques pistes, mais évidemment, c'est une œuvre collective. Et puis aussi, peut-être, dernière chose, je le redis, arrêter d'être dans la tyrannie de l'idéal aussi, voilà, hein, et commencer à simplement inciter à, à se mettre en mouvement dans des petits changements plutôt que ce qu'on peut entendre parfois encore malheureusement chez certains médecins qui vont dire de manière un peu brutale à certaines personnes, ah, mais là, il faut perdre 10 kilos dans les 3 mois qui viennent, sinon ça ne va pas. Hein. Bon, bah, moi, je ne sais pas, mais moi, ça me donne pas envie d'y aller, en fait. Ça me fait peur, ça me crispe. Je ne pense pas que ce soit la bonne méthode. Ben tout à fait d'accord avec vous, hein, c'est vraiment un sujet, très complexe, qu'il ne faut pas simplifier ou banaliser. En tout cas, donc en refaisant un peu votre parcours, professionnel pour cette, interview, j'ai remarqué que vous étiez, fort investi dans l'accompagnement des femmes et notamment celles, atteintes d'endométriose. Donc pouvez-vous brièvement définir cette pathologie et quel est l'accompagnement nutritionnel pour ces patientes? Oui, effectivement, je m'intéresse beaucoup à l'endométriose, mais pas que, aussi à l'intestin irritable pour lequel je suis aussi spécialiste. En fait, je m'intéresse à ces pathologies-là, d'abord parce que c'est des pathologies qui ont longtemps été un peu sous-estimées. Il y a beaucoup d'errances thérapeutiques pour les femmes, notamment souffrant d'endométriose, mais c'est le cas encore pour les gens qui ont de l'intestin irritable. C'est souvent considéré comme oh, vous êtes un peu stressé, c'est pas bien grave. L'endométriose, on disait aux femmes bon bah ok, vous avez des règles douloureuses, bon ça arrive, vous êtes un peu chochotte. Bon, ça change, hein. Attention, heureusement, ça change. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de considération pour ces pathologies, beaucoup plus de d'implication de la part du corps médical, donc tant mieux. Et ces deux pathologies où l'alimentation a toute sa place, et ces deux pathologies aussi où la thérapeutique, elle est souvent multifactorielle. Ça, c'est intéressant aussi. Voilà. Il n'y a pas que du médicamenteux, il n'y a pas que du chirurgical, il y a aussi du psychologique et il y a de l'alimentaire. Donc l'endométriose, pour répondre à votre question, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, c'est des cellules endométriosiques, c'est-à-dire des cellules de la muqueuse utérine qui se retrouvent ailleurs que dans l'utérus, donc qui se déposent sur d'autres organes, par exemple l'abdomen, enfin voilà, d'autres organes que l'utérus, et ça va provoquer des réactions inflammatoires
voire des lésions, des cicatrices, des adhérences entre organes. Et c'est tout ça qui va provoquer des douleurs pelviennes, mais pas seulement, parfois justement des douleurs digestives, de la fatigue chronique, des perturbations du transit, vraiment une qualité de vie qui peut être profondément détériorée. Et donc, c'est vrai qu'une des choses qu'on peut proposer, c'est d'essayer d'adopter une alimentation anti-inflammatoire. Moi, c'est ce que je propose. Maintenant, je dis aussi de manière hyper honnête que ce n'est pas un remède miracle. Ça fait partie de la thérapeutique et ça a fait ses preuves pour améliorer un certain nombre de symptômes. Mais il ne faut pas non plus croire que ça va tout résoudre. Et puis, moi, la manière dont je propose cette alimentation anti-inflammatoire, donc déjà, l'alimentation anti-inflammatoire, l'idée, c'est d'aller vers des nutriments qui vont permettre de contenir ou limiter ce contexte inflammatoire et de limiter à l'inverse des nutriments plus pro-inflammatoires. Mais moi, j'essaie de le faire de manière pragmatique, c'est-à-dire sans être une ayatollah de l'alimentation. Je déteste ça. Pour ça aussi que, par exemple, sur la question du gluten ou des produits laitiers, j'essaie aussi d'être modérée dans mon discours et d'être pragmatique. Donc, ça peut être intéressant, en effet, d'exclure le gluten ou les produits laitiers, mais en regardant concrètement ce que ça donne et pas en se disant c'est absolument ça qu'il faut faire. Et surtout, moi, je m'adapte aussi à la réalité de la vie de la patiente que j'ai en face de moi. Si sa vie est déjà hyper compliquée, si elle n'a pas envie de renoncer à certaines choses, eh ben, on ne va pas rajouter des contraintes à ce qui est déjà suffisamment contraignant. Donc voilà, c'est très intéressant l'alimentation anti-inflammatoire, mais ça doit se faire en alliance thérapeutique avec le patient. Il y a aussi des choses qui peuvent être intéressantes en croisant avec l'intestin irritable, parce qu'il y a parfois des recoupements entre ces deux pathologies. Donc voilà, on peut explorer aussi cette piste-là. Mais c'est vrai que sans être magique, je constate que souvent, quand même, les femmes qui ont adopté cette alimentation ont des bénéfices sur le plan de la fatigue, sur le plan des douleurs, sans que forcément, encore une fois, ça supprime tout. Hein. D'accord, très bien. Et pouvez-vous nous rappeler où pouvons-nous trouver votre livre et quelles sont vos coordonnées de contact? Alors, mon livre, si vous permettez, d'ailleurs, je vous le mets là. Voilà. Donc, mon livre, on le trouve, comme on dit, dans toutes les bonnes librairies. Donc, il s'appelle La méthode douce pour mieux manger. On le trouve aussi sur toutes les plateformes de vente en ligne de livres, donc la Fnac, Amazon, Cultura, etc. Il existe aussi en version e-book, donc n'hésitez pas. Et moi, en ce qui me concerne, donc mon cabinet, c'est 6 place Saint-Michel à Paris. Je suis sur Doctolib et je fais aussi de la consultation en vidéo. Et puis, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Sophie Janvier Nutritionniste, ou mon site internet qui s'appelle sophiejanviernutritionniste.com. Eh bien, cela conclut ce podcast. Je vous remercie beaucoup, Madame Janvier, pour votre temps et à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup Arthur. Si vous avez aimé ce podcast avec Madame Janvier, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube et toutes les plateformes de podcast, donc encore Spotify, Apple Podcast, Amazon Music Podcast, etc. Et je vous dis à la prochaine.